Pendant de nombreuses années, certains des secrets les plus troublants de la Seconde Guerre mondiale sont restés cachés. Les découvertes d'armes puissantes et de terribles expériences souterraines continuent de surprendre le monde. Ces découvertes révèlent les objectifs destructeurs de l'Allemagne nazie. Les choses trouvées bien après la fin de la guerre ne sont pas seulement bouleversantes, elles sont effrayantes. Nous allons maintenant vous présenter les découvertes les plus choquantes de cette époque et les terribles vérités qu'elles révèlent. Mast. Numéro 20. Le labyrinthe souterrain de la tanière du loup. Dans les forêts denses de Gierwasch, en Pologne, se trouvent les ruines d'un complexe nazi secret. C'était la tanière du loup, le premier quartier général militaire d'Adolf Hitler sur le front de l'Est. Depuis ce vaste complexe de bunkers camouflés, il dirigeait la guerre. Ce lieu caché était plus qu'un centre de commandement. C'était une forteresse lourdement protégée. Il comportait des bunkers, des pièges explosifs et de nombreux tunnels souterrains. Ceux-ci étaient conçus pour un dirigeant qui craignait constamment d'être assassiné. Des décennies après la guerre, les étranges vestiges dérangent encore les visiteurs. D'énormes morceaux de béton sont éparpillés partout. Ils ont été démolis par les soldats allemands qui voulaient cacher les secrets du complexe. Certaines des découvertes les plus troublantes furent les couloirs cachés et les voies d'évacuation. Ceux-ci étaient conçus pour détruire complètement le complexe s'il était capturé, montrant le désespoir des nazis. Des explosifs étaient placés dans des zones importantes. Si le complexe était capturé par l'ennemi, de grandes parties de celui-ci pouvaient être détruites immédiatement. Les ingénieurs couvrirent les bunkers de filets de camouflage pour les cacher des avions alliés. Des canons anti-aériens étaient également installés à proximité pour se défendre contre les bombardements. L'événement le plus célèbre ici s'est produit le 20 juillet 1944. Le colonel Klaus von Stauffenberg a tenté d'assassiner Hitler avec une bombe dans une mallette. L'explosion a causé d'immenses dégâts, mais Hitler a survécu. Après cet assassinat manqué, la sécurité du complexe a été renforcée. Davantage de barrières et de pièges ont été installés. Malgré ces solides défenses, les forces soviétiques sont arrivées sur le site au début de 1945. Les soldats allemands en retraite ont fait exploser des charges, ce qui a détruit la tanière. Aujourd'hui, il ne reste que d'énormes fragments de béton et des bunkers effondrés. Ils rappellent aux visiteurs le secret et la peur du gouvernement qui opérait autrefois depuis ce lieu. Numéro 19. Le complexe Riese. Au cœur des monts des Hiboux, en Pologne, se trouve l'une des structures les plus mystérieuses de l'Allemagne nazie, connue sous le nom de projet Riese. Ce vaste réseau de tunnels et de salles souterraines a été construit entre 1943 et 1945. C'était un projet colossal géré par la SS utilisant des travailleurs forcés. Le véritable objectif du projet reste inconnu. Certains historiens pensent qu'il était destiné à servir de quartier général sécurisé pour les hauts responsables. D'autres suggèrent qu'il servait à développer des armes de pointe ou à stocker des ressources. Des milliers de prisonniers des camps de concentration ont travaillé dans des conditions terribles, extrayant la roche et coulant du béton dans une quasi-obscurité. Certaines zones contiennent des systèmes de ventilation, de lourdes portes en acier et des voies ferrées, ce qui suggère une conception faite pour résister à de lourds bombardements. Aujourd'hui encore, les tunnels inachevés semblent étrangement vides, comme si les travaux de construction s'étaient arrêtés brusquement et que tout le monde était parti. Numéro 18. Les tours de Flak de Berlin. Les tours de Flak sont de très grandes structures qui dominent la ligne d'horizon de Berlin. Elles comptaient parmi les bâtiments défensifs les plus robustes de l'Allemagne nazie. Ces immenses bunkers de surface ont été construits pour protéger les civils des puissantes attaques aériennes alliées. Construites dans les dernières années de la guerre, ces structures massives en béton abritaient des canons anti-aériens et offraient un abri à des milliers de personnes. Elles protégeaient également des œuvres d'art précieuses alors que Berlin se préparait à la destruction. Chaque complexe de tours était une forteresse complète, équipée d'artillerie lourde, de radars et de projecteurs qui scrutaient le ciel à la recherche d'avions ennemis en approche. Pendant la dernière période de la guerre, ces énormes bunkers sont devenus d'importantes chambres fortes, stockant des œuvres d'art précieuses et des objets culturels provenant de musées. Malgré d'intenses bombardements, les épais murs en béton des tours n'ont subi que des dommages structurels minimes. Lorsque les forces soviétiques sont entrées dans Berlin en 1945, elles ont découvert que ces forteresses étaient devenues des lieux de bataille finales et désespérés. Aujourd'hui, certaines de ces structures sont toujours debout, souvenir endommagé d'un conflit qui a laissé Berlin en ruine. Numéro 17. L'art caché dans la mine de sel d'Altosee.
Alors que les forces alliées avançaient en Allemagne, les responsables s'empressaient de protéger les trésors culturels volés. Ils ont choisi la mine de sel d'Altaussee en Autriche comme l'un des lieux où de nombreuses tonnes de peintures, de sculptures et d'autres objets de valeur ont été secrètement dissimulés. De hauts responsables nazis ont supervisé le transfert d'œuvres d'art inestimables de toute l'Europe, dans l'intention de les sauver pour un futur État nazi. Parmi les œuvres d'art volées figurait le retable de Gand de Jan van Eyck, ainsi que des œuvres de Vermeer, Michel-Ange et de nombreux autres artistes célèbres. Les conditions à l'intérieur de la mine constituaient un risque sérieux pour les œuvres d'art fragiles, car il y faisait froid, humide, et le réseau de tunnels était complexe. Des travailleurs forcés ont reçu l'ordre de construire de grandes caisses en bois, de rouler de grandes peintures et de construire des murs de protection. Alors que la défaite de l'Allemagne devenait certaine, un ordre terrible fut donné de détruire les œuvres d'art pour empêcher leur capture par les Alliés. Heureusement, les mineurs locaux ont secrètement contrecarré le plan. Ils ont utilisé de faux explosifs ou déplacé des bombes loin des zones importantes. Lorsque la zone est passée sous contrôle allié, un groupe spécial appelé les Monuments Men a travaillé très rapidement pour trouver et répertorier les trésors cachés. Cette opération de sauvetage a été l'un des plus grands efforts de récupération d'art de l'histoire moderne. Numéro 16. Le destin de la Chambre d'Ambre. Parmi les étranges mystères de l'Allemagne nazie, le sort de la Chambre d'Ambre reste l'un des plus troublants. Cette magnifique pièce, faite d'ambre et d'or, était un cadeau au tsar Pierre le Grand. Ce célèbre trésor a été volé par les forces allemandes lors de leur invasion de l'Union soviétique. La pièce entière a été démontée et transportée au château de Königsberg, où elle a été vue pour la dernière fois avant de disparaître complètement. Sa disparition est effrayante, mais les sombres histoires qui entourent la Chambre d'Ambre sont encore plus troublantes. Certains pensent qu'elle a été cachée dans un bunker secret, protégée par des pièges. D'autres affirment qu'elle a été placée sur un navire qui a disparu dans la mer Baltique, peut-être avec d'autres œuvres d'art volées. Une série de morts mystérieuses a également conduit à des théories sur une malédiction. Des chasseurs de trésors sont morts de manière inattendue, et certains responsables impliqués dans le vol sont morts de façon étrange. Pendant des décennies, des recherches continuent dans des mines abandonnées, des tunnels et des ruines n'ont rien donné, ce qui ne fait qu'épaissir le mystère. Une réplique de la Chambre d'Ambre a ouvert en 2003, mais l'emplacement de l'original reste l'une des grandes affaires non résolues de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 15. La grotte du réacteur de Haigerloch. En 1944, des physiciens allemands travaillaient rapidement pour développer l'énergie atomique à des fins militaires. Dans la petite ville de Haigerloch, dans le sud-ouest de l'Allemagne, des chercheurs se sont installés dans la cave d'une brasserie transformée en laboratoire secret. Là, ils ont assemblé un réacteur à eau lourde à l'intérieur d'une chambre souterraine creusée dans la roche, ce qui le protégeait des raids aériens. Dirigée par des scientifiques comme Werner Heisenberg, l'équipe a travaillé intensément pour créer une réaction en chaîne auto-entretenue, un accomplissement qui aurait pu modifier l'issue de la guerre. Cependant, les bombardements et le manque de ressources ont entravé la progression du projet. Les livraisons d'eau lourde de Norvège, nécessaires pour contrôler le réacteur, ont été sabotées à plusieurs reprises par les forces alliées. Alors que la guerre touchait à sa fin, l'équipe n'a pas pu réussir. Leurs dernières expériences étaient supervisées par des responsables cherchant le moindre avantage possible. Lorsque la mission américaine Alsos est arrivée en 1945, elle a fait une découverte alarmante. Le réacteur était inachevé, mais intact, avec des cubes d'uranium suspendus à des tiges. Cela montrait à quel point les scientifiques étaient dangereusement proches de créer l'énergie nucléaire. Inquiets de cette possibilité, les experts alliés ont rapidement démantelé le réacteur et ont emporté ses composants pour les étudier. Le site souterrain a ensuite été transformé en musée, où des pièces de l'équipement du réacteur demeurent dans la grotte d'origine. Elles servent de rappel brutal d'une possibilité terrifiante, une bombe nucléaire allemande. Numéro 14. Le trésor de la mine de sel de Merkers. Alors que l'invasion alliée se poursuivait, de hauts responsables nazis en Allemagne se sont empressés de cacher l'or et l'argent qu'ils avaient volés en Europe. En avril 1945, les troupes américaines sont entrées dans la ville allemande de Merkers et ont fait une découverte stupéfiante. Ils ont trouvé une collection secrète de trésors cachés au plus profond de la mine de sel de Merkers. À plusieurs kilomètres sous terre, ils ont localisé une énorme quantité de lingots d'or, des sacs contenant des pièces d'or et des lingots d'argent.
Une grande partie des réserves de la Banque nationale allemande et d'autres biens saisis y avaient été transférés. Cependant, la découverte n'était pas seulement choquante en raison de la quantité du trésor, mais aussi à cause des autres objets trouvés avec lui. Des caisses d'art confisquées, des effets personnels volés aux victimes de l'Holocauste et de grandes quantités de devises étrangères saisies montraient la véritable ampleur de l'opération de pillage nazi. Chaque objet représentait une terrible histoire de vol et de souffrance. Outre les métaux précieux, les objets comprenaient des peintures de célèbres collections européennes qui avaient été prises pendant la guerre. Un groupe allié spécial, connu sous le nom de Monuments Men, a travaillé rapidement pour protéger l'art volé. D'importants dirigeants alliés, comme le général Dwight D. Eisenhower, ont visité la mine pour voir la découverte par eux-mêmes. Les documents et photographies de Merkers ont fourni des preuves cruciales pour les procès ultérieurs des responsables nazis qui étaient responsables du pillage. Toute cette découverte a révélé comment les nazis utilisaient secrètement le vol dans le cadre de leur stratégie de guerre. Numéro 13, l'U-864 et sa cargaison toxique. En février 1945, le sous-marin allemand U-864 a entamé un dangereux voyage vers le Japon. Il transportait de l'acier de haute qualité, des pièces d'avion et du mercure. Cette cargaison était destinée à soutenir le développement d'armes japonaises. Peu après avoir quitté le port, le sous-marin britannique HMS Venturer a intercepté l'U-864 près des côtes de la Norvège. C'est devenu la seule bataille sous-marine enregistrée entre deux sous-marins en immersion. Après une recherche difficile, le Venturer a lancé des torpilles, touchant l'U-864 et le coulant avec sa dangereuse cargaison. Des décennies plus tard, l'épave de l'U-864 a été découverte au fond de l'océan. Un grave problème a alors été découvert. La coque du sous-marin était brisée et laissait fuir du mercure toxique dans la mer. Cette fuite a créé un danger environnemental important. Pour la contenir, les autorités norvégiennes ont proposé un plan visant à recouvrir l'épave d'une couche protectrice pour empêcher que davantage de mercure ne s'échappe. Aujourd'hui, des groupes environnementaux et des experts continuent de surveiller les niveaux de mercure près de l'épave. Numéro 12, la rumeur du train d'or nazi. Pendant des décennies, une légende a circulé dans le sud-ouest de la Pologne au sujet d'un train blindé, chargé d'objets de valeur cachés par les forces en retraite. Cette histoire a attiré une nouvelle attention en 2015, lorsque deux personnes ont annoncé avoir trouvé des preuves de voies ferrées souterraines près de la ville de Wałbrzych. Les histoires locales suggéraient que le train transportait de l'or, des bijoux ou des matériaux importants pour soutenir l'effort de guerre allemand dans les derniers mois. Des chasseurs de trésors se sont rendus dans la région dans l'espoir de trouver des objets de l'Allemagne nazie datant de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à de nombreuses analyses du sol et tentatives de creusement. Des responsables gouvernementaux ont supervisé certaines des fouilles, mais aucune partie réelle d'un train blindé n'a jamais été trouvée. Les critiques ont fait valoir que la légende locale, étayée uniquement par des récits personnels, était plus crue que l'absence de toute preuve réelle. Néanmoins, la rumeur a persisté, souvent liée au grand complexe de tunnels de Rees, certains croyant que des tunnels non découverts pourraient mener à des voies ferrées cachées. Les responsables de la ville ont utilisé cette attention pour accroître le tourisme à Wałbrzych. Les journaux locaux et la télévision ont rapporté chaque petite mise à jour, y compris d'étranges résultats de radar et des documents historiques mentionnant des transports allemands de dernière minute. Même sans preuve réelle, l'intérêt pour le train d'or nazi est un rappel sérieux du chaos des derniers jours de la guerre. Le train était-il réel ou juste une haute histoire? Jusqu'à ce qu'une preuve concluante soit trouvée, le mystère continue. Numéro 11, Die Glock et la technologie secrète. Alors que l'Allemagne était en train d'être vaincue, des rumeurs ont commencé à circuler sur une arme secrète nazie si avancée qu'elle aurait pu changer l'issue de la guerre. L'une de ces armes supposées s'appelait Die Glock, ce qui signifie la cloche. Cette machine mystérieuse est devenue l'une des histoires les plus débattues de la Seconde Guerre mondiale. Les descriptions de témoins présumés mentionnaient des cylindres rotatifs, des métaux spéciaux et même des expériences antigravité. Des rapports affirmaient qu'elle se trouvait dans un bâtiment secret près de la frontière tchéque, protégé par la SS. La plupart des historiens sont sceptiques quant à cette histoire car il y a très peu de preuves officielles de la guerre. Il n'existe aucun plan confirmé, ni aucun dossier officiel, seulement quelques récits personnels. Cependant, certains pensent que des éléments de recherche réels ont été déformés en cette légende au fil du temps. L'Allemagne a bien mené des expériences sur la propulsion et la physique avancées dans de nombreux endroits secrets. Il est possible que la légende de Die Glock ait combiné plusieurs projets technologiques différents en une seule histoire. Numéro 10, le Horten O-229.
Le Horten O-229 est l'un des avions les plus avancés de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçu par les frères Horten, c'était une aile volante à réaction avec une forme unique qui le rendait difficile à détecter par les radars, un peu comme les bombardiers furtifs modernes. Les prototypes achevés ont été testés en vol et ont montré une aérodynamique très avancée pour cette époque. L'avion était principalement construit en bois et sa forme lisse était conçue pour réduire la résistance de l'air et accueillir 2 moteurs à réaction. L'armée de l'air allemande voulait un chasseur-bombardier rapide qui pourrait surpasser les avions alliés. Le développement a progressé rapidement en 1944, mais un manque de matériaux et les bombardements alliés ont arrêté la production. Très peu de prototypes ont été achevés et ils n'ont jamais connu le combat actif. À la fin de la guerre, les forces américaines ont trouvé un prototype inachevé du O-229 Vo 3. Aujourd'hui, cet avion est conservé au centre Udvar Hazy de la Smithsonian près de Washington, D.C., où il témoigne de l'ingénierie avancée de l'époque. Des tests modernes confirment que la conception de l'avion le rendait difficile à détecter par radar. Numéro 9, le site des armes faits à Peenemünde. La zone côtière isolée de Peenemünde, dans le nord de l'Allemagne, était un centre d'essai pour des programmes d'armement très avancés pendant la guerre. Dirigé par Werner von Braun, ce site a produit la bombe volante V1 et la fusée V2. Toutes deux étaient des exemples étonnants de la technologie précoce des fusées. Elles ont été créées comme des armes de vengeance. Leur but était d'attaquer la Grande-Bretagne et d'autres endroits pour affaiblir le moral de la population. Le V1 était un missile sans pilote avec un bourdonnement spécial. Le V2 était une fusée beaucoup plus rapide qui arrivait silencieusement et sans aucun avertissement. Ces armes ont causé beaucoup de destruction et de peur. Cependant, elles n'ont pas grandement affecté la guerre car elles ont été utilisées tardivement et étaient difficiles à produire. Pourtant, le travail à Peenemünde a été le début des futurs voyages spatiaux. Beaucoup de ces scientifiques se sont installés aux États-Unis ou en Union soviétique après la guerre. En août 1943, les bombardiers britanniques ont mené une mission appelée Opération Hydra. Ils ont attaqué le site pour interrompre la recherche et la production des fusées. L'attaque a tué des scientifiques importants et a retardé les programmes de fusées. Mais les essais se sont poursuivis dans des lieux secrets. Après la reddition de l'Allemagne, les équipes alliées sont arrivées à Peenemünde. Elles ont emporté des documents, des pièces et des fusées complètes. L'étude des matériaux a révélé des méthodes avancées pour les systèmes de moteur et de direction. Aujourd'hui, des parties de l'ancienne zone d'essai ont encore des ruines en béton. Elles sont un rappel silencieux d'une époque où l'Allemagne était un leader dans la technologie des fusées. Numéro 8, les bunkers des îles anglo-normandes. En 1940, l'Allemagne a occupé les îles anglo-normandes, le seul territoire britannique capturé pendant la guerre. Hitler a déclaré les îles comme un emplacement défensif important et la construction de fortifications solides a commencé. Des canons côtiers, des tours radars et des bunkers souterrains ont été construits à travers Guernesey, Jersey, Origny et les plus petites îles. Des milliers de travailleurs forcés ont travaillé dans des conditions difficiles pour achever ces défenses. Elles comprenaient des systèmes de tunnels complexes et des abris en béton armés construits dans les flancs de collines rocheuses. Certains bunkers dissimulaient des entrepôts remplis de munitions, de provisions et d'équipements pour un éventuel long siège. Des milliers de soldats allemands étaient stationnés sur les îles, qui sont restées sous contrôle allemand même après la libération de la France continentale. Fin 1944, les îles sont devenues une forteresse isolée, coupée des routes d'approvisionnement régulières. Alors que les ressources se raréfiaient, de nombreux bunkers ont été scellés et abandonnés. Les îles ont été libérées en mai 1945, quelques jours après la reddition officielle de l'Allemagne. Les soldats alliés ont découvert des complexes souterrains entiers, fouillant parmi les restes de nourriture et d'équipements. Après la guerre, les autorités ont jugé qu'il n'était pas pratique de démolir chaque structure, donc de nombreux bunkers sont restés. Aujourd'hui, certains ont été conservés comme musées, montrant à quel point les occupants ont transformé ces îles pittoresques en positions défensives. Numéro 7. Objets de valeur volés à Francfort. Outre les œuvres d'art célèbres, les nazis ont également pris des biens personnels, en particulier aux femmes moimo-juives. À Francfort, de grandes quantités d'objets de valeur ont été prises en utilisant des lois injustes créées pour voler la richesse d'une communauté. Vers la fin de la guerre, ces objets ont été collectés et cachés dans des bâtiments ou des entrepôts souterrains. Cela a été fait pour empêcher les forces alliées de les trouver. Lorsque les soldats américains sont arrivés, des unités spéciales ont commencé à rechercher des bijoux, de l'or et des objets culturels cachés. Ils ont inspecté des usines abandonnées, des caves et des coffres-forts sous les banques.
À un endroit, ils ont découvert de nombreuses alliances, des plombages en or et d'autres objets personnels. Ceux-ci avaient été pris de force à des personnes qui avaient été déportées. De telles découvertes ont montré la grande échelle de ce vol organisé, qui a aidé à financer la guerre et à enrichir les responsables. Après avoir répertorié ces biens, les autorités alliées ont entamé le difficile processus de les restituer à leurs propriétaires. De nombreux registres avaient été détruits ou modifiés. Les survivants ont eu du mal à prouver ce qui leur appartenait. Et certains objets n'ont jamais été réclamés car des familles entières avaient été tuées. Les enquêtes ont également abouti à d'importantes actions en justice et à des efforts pour fournir une compensation. Numéro 6. Le nid d'aigle à Obersalzberg. Haut dans les Alpes bavaroises, se trouve un bâtiment connu sous le nom de Nid d'Aigle, qui a été construit comme cadeau pour le 50e anniversaire d'Hitler. Situé sur un sommet de montagne au-dessus de Berchtesgaden, le bâtiment était un lieu de retraite privé et un lieu de rencontre pour les dirigeants nazis. En raison de son emplacement élevé, une route spéciale a été construite. La route se termine par un tunnel qui mène à un ascenseur en laiton qui monte dans le bâtiment. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soldats alliés sont entrés dans le sud de l'Allemagne. Ils s'attendaient à une forte résistance finale des forces nazies dans cette région. Malgré son emplacement impressionnant, le nid d'aigle a été capturé sans bataille majeure. Dans la région voisine d'Obersalzberg, les soldats ont fouillé des maisons et des abris bombardés, trouvant des documents personnels, des objets de propagande et des biens volés. Ils ont vu comment les responsables nazis vivaient confortablement dans des pièces luxueusement décorées, même alors que leur gouvernement s'effondrait. Après la guerre, le bâtiment a été utilisé à une nouvelle fin. L'armée américaine a utilisé des parties de la zone pendant un certain temps avant qu'elle ne soit rendue au contrôle allemand. Aujourd'hui, le nid d'aigle est une destination populaire pour les touristes, offrant de larges vues sur les vallées montagneuses des Alpes. Numéro 5. Munitions souterraines dans les monts du Harz. Tard dans la guerre, l'Allemagne a déplacé de nombreuses installations de production sous terre pour les protéger des attaques aériennes alliées. L'un de ces endroits se trouvait dans les monts du Harz, où des travailleurs forcés ont creusé des tunnels pour la fabrication d'armes. Des lignes de chemin de fer ont été prolongées profondément dans ces complexes cachés, permettant le transport secret de matières premières. Ces usines produisaient des armes légères, des pièces de chars et des munitions, tout en opérant en secret. Lorsque les soldats américains sont arrivés en avril 1945, ils ont capturé des ateliers souterrains entiers. Ils ont trouvé des machines abandonnées, des armes partiellement assemblées et d'importantes réserves de munitions remplissant les couloirs. Les enquêteurs ont conclu que d'intenses bombardements avaient forcé la délocalisation vers ces usines souterraines. Dans ces usines, la ventilation, l'éclairage et le logement des travailleurs étaient souvent très rudimentaires. Les planificateurs ont donné la priorité au maintien de la production plutôt qu'à des conditions de travail sûres, ce qui a entraîné de terribles épreuves pour les travailleurs. Certains tunnels abritèrent de nouveaux équipements de pointe, mais beaucoup n'étaient que de simples extensions de la production existante. Dans les années qui ont suivi la guerre, les gouvernements locaux ont trouvé des bombes restantes et des produits chimiques dangereux. Les passages inondés créent encore un danger en raison de l'instabilité structurelle et de possibles bombes non explosées. Des experts surveillent attentivement ces zones pour prévenir les accidents ou le retrait illégal de matériaux. Bien que moins connus que de plus grands complexes industriels comme Mittelbau-Dora, ces sites plus petits ont collectivement apporté une contribution significative à l'économie de guerre. Numéro 4. Les tunnels de Thuringe. Les services de renseignement alliés ont détecté des signaux de projets secrets en Allemagne centrale et se sont concentrés sur les collines boisées de Thuringe. Des rapports décrivaient un vaste système de tunnels et de chambres construits à des fins secrètes. Des installations codées sont apparues près de villes comme Jonastal, où des ouvriers ont excavé un sol rocheux pour de prétendus quartiers généraux ou des laboratoires de pointe. Certaines informations suggéraient une possible recherche nucléaire ou sur les missiles, mais les détails exacts restaient inconnus. Les troupes américaines et soviétiques arrivant en 1945 ont inspecté minutieusement ces sites. Elles ont trouvé des couloirs inachevés, des systèmes de ventilation partiellement installés et quelques machines lourdes. Très peu de documents sur les plans futurs ont été récupérés et les responsables allemands capturés ont fourni des déclarations peu claires ou contradictoires. Après la guerre, la sécurité a restreint l'accès pendant que les forces d'occupation enlevaient tout ce qui avait une valeur scientifique ou militaire. Au cours des décennies suivantes, des historiens locaux et des explorateurs ont examiné ces réseaux souterrains, découvrant des matériaux de construction restants et des plans de construction. Certaines entrées de tunnels s'étaient effondrées et les autorités en ont scellé d'autres. Les débats se poursuivent pour savoir si les sites étaient destinés à abriter des dirigeants.
à stocker de nouvelles inventions ou à dissimuler des objets de valeur. Sans les registres de construction finaux, leur véritable objectif reste incertain. Cependant, les dépenses considérables pour ces tunnels renforcés montraient le désespoir du gouvernement, qui a utilisé des milliers de travailleurs pour créer des abris qui n'ont jamais été achevés avant la fin de la guerre. Numéro 3. Les faux billets de l'opération Bernhard. L'opération Bernhard était un plan allemand audacieux pour affaiblir l'économie britannique avec de faux billets de banque. Commençant en 1942, l'opération a utilisé des imprimeurs et des graveurs qualifiés, ainsi que des prisonniers de camps de concentration. Ces prisonniers ont été forcés de créer des copies presque parfaites des billets de livres sterling. L'objectif était de diminuer la valeur de la monnaie britannique et de provoquer une instabilité financière. L'opération a déménagé plusieurs fois et a finalement été installée au camp de concentration de Sachsenhausen, près de Berlin. Dans le plus grand secret, les prisonniers travaillaient en continu avec des plaques d'impression spéciales, du papier de haute qualité et de l'encre. L'argent fini semblait si réaliste que de nombreux billets ont été mis en circulation avec succès. En 1945, des millions de livres en fausse monnaie avaient été imprimés. Alors que les forces alliées approchaient, les officiers SS ont tenté de cacher ou de détruire le matériel d'impression. Certains faux billets ont été jetés dans des lacs isolés ou déplacés vers d'autres endroits. Après la guerre, les enquêteurs ont trouvé des réserves cachées de faux billets, des plaques d'impression et des journaux détaillant la production. Ces preuves ont montré la tentative de l'Allemagne de sabotage financier parallèlement au combat militaire. Les billets trouvés dans les lacs autrichiens et les camions abandonnés ont offert la preuve physique d'une opération qui combinait une compétence d'expert et le travail forcé. Numéro 2. Les tunnels de Dora-Mittelbau. Dora-Mittelbau, situé dans la région du Harz, était un grand camp de concentration utilisé pour la production d'armes secrètes. Les prisonniers travaillaient dans les tunnels de Mittelwerk, construisant des fusées V2 dans des conditions très difficiles. Les quarts de travail étaient très longs et les prisonniers recevaient peu de nourriture ou de soins médicaux. Les tunnels étaient remplis de poussière et de fumée provenant des machines, ce qui était très dangereux pour les prisonniers. Lorsque les soldats américains sont arrivés en avril 1945, ils ont trouvé un lieu conçu pour utiliser le travail forcé sans aucun souci de la vie humaine. Les grands tunnels contenaient des fusées partiellement construites, du matériel d'essai et des plans techniques. Des lits en bois étaient entassés dans des coins humides, montrant comment les travailleurs vivaient et mouraient à seulement quelques mètres des chaînes de production. Les spécialistes alliés ont emporté d'importantes pièces de fusées et des documents, qui ont ensuite été envoyés aux États-Unis pour analyse. Après la libération, les autorités ont trouvé des fosses spawns communes près du camp, ce qui a montré combien de personnes sont mortes à cause du travail difficile et des conditions dangereuses. Le site a été démantelé rapidement et les soldats d'occupation ont transporté l'équipement spécial. Les habitants se souvenaient d'entendre des explosions provenant des collines tous les jours lorsque les moteurs de fusée étaient testés. La majeure partie du site de Dora-Mittelbau a été fermée ou détruite, mais certains des tunnels sont encore ouverts aux visiteurs pour en apprendre l'histoire. Numéro 1. Le bunker d'Hitler à Berlin. Le dernier sujet est le Führerbunker, situé sous les rues en ruine de Berlin. Cet abri souterrain a été utilisé par Hitler et ses plus proches conseillers. Le bunker a été construit en plusieurs phases entre 1936 et 1944. Des couloirs renforcés le reliaient à l'ancien bâtiment de la chancellerie du Reich au-dessus. Début 1945, alors que les canons soviétiques se dirigeaient vers le centre-ville, de hauts responsables se sont retirés dans ce petit réseau de salles en béton. À l'intérieur, les responsables élaboraient des plans militaires et distribuaient de la propagande. Des cartes sur les murs suivaient des divisions de l'armée qui n'existaient plus. Les généraux livraient des rapports déprimants à des dirigeants de plus en plus coupés de la réalité. Pendant la bataille de Berlin, le bunker a résisté à des bombardements continus et est resté en grande partie intact. L'atmosphère était définie par le désespoir, la mort et les ordres finaux. Fin avril, Hitler et Eva Braun se sont mariés lors d'une petite cérémonie avant de mettre fin à leur jour quelques jours plus tard. D'autres personnes importantes ont également mis fin à leur jour, détruisant des dossiers et des objets personnels. Lorsque les soldats soviétiques ont contrôlé la zone, ils ont découvert des couloirs vides, des documents éparpillés et les restes de tentatives hâtives de brûler des archives. Dans les décennies qui ont suivi la guerre, les autorités ont démoli des parties du bunker. Aujourd'hui, ces vestiges se trouvent sous des appartements modernes et des parkings, avec seulement un petit panneau indiquant l'emplacement. Le site suscite un certain intérêt, mais il reste en grande partie fermé au public. Laquelle de ces découvertes avez-vous trouvé la plus choquante?
Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires intéressantes de l'histoire.